L'Europe des présidents. Chirac, l'opportuniste de l'Europe. Il est 21h59 et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. La victoire du non est incontestable. La France s'est démocratiquement exprimée. Vous avez majoritairement rejeté la Constitution européenne. C'est votre décision souveraine et j'en prends acte. L'Europe des présidents, Sylvain Kahn. Le 29 mai 2005 sonne comme un coup de tonnerre dans le ciel européen. Ce jour-là, appelé aux urnes, les Français rejettent par référendum ce qu'on a appelé la Constitution pour l'Europe. L'Europe, précisément, est tétanisée. La France, l'un des 6 pays fondateurs de l'Union européenne, considéré comme un pays moteur, arrête en plein vol le processus de ratification d'un traité qui devait enfin rendre la construction européenne démocratique. Dans les termes de l'époque, avec ce traité constitutionnel, on passait d'une légitimité diplomatique à une légitimité démocratique. Comment en est-on arrivé là ? Quelle a été la responsabilité du président d'alors, Jacques Chirac ? Et surtout, quelles leçons les présidents français suivants pourront-ils en tirer ? Quand Jacques Chirac arrive au pouvoir en 1995, 10 ans plus tôt, on ne sait pas très bien ce qu'il pense de l'Europe. Il a été souverainiste quand il dirigeait le RPR dans les années 1970 et qu'il s'opposait à son grand rival de droite, le président Valéry Giscard d'Estaing. Cette Europe de l'impuissance, ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde. Cette Europe non européenne, mais dominée par les intérêts germano-américains. Cette Europe du chômage importé, cette Europe mollusque, sans corps et sans dessein véritable, où la France serait engluée comme dans un marécage, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais. Puis au moment de la campagne sur la ratification du référendum de Maastricht en 1993, il a pris parti pour le oui. En fait, Jacques Chirac tenait tellement à se faire élire président. Il faut quand même se rappeler qu'il a été candidat en 1981, en 1988, en 1995, puis encore en 2002. Il tenait tellement à être élu qu'il a compris que ce serait impossible en étant un opposant à l'Europe. Alors que l'Europe traverse une grave crise de confiance, je veux réconcilier les Français sur l'Europe, avec l'Europe. En 1995, il arrive donc au pouvoir avec la réputation d'un converti à l'Europe de relativement fraîche date, d'un Européen de raison. Voilà. Et le fait est que Jacques Chirac n'a aucune vision. 10 ans plus tard, cet échec référendaire en 2005 en est l'illustration parfaite. Lorsqu'il annonce le 14 juillet 2004 qu'il demandera aux Français de procéder à un référendum pour ratifier ce traité constitutionnel européen, alors qu'il aurait pu passer par la voie parlementaire, tout le monde comprend qu'il cherche à se relégitimer et à faire un coup politique, bien plus qu'à œuvrer à la construction européenne. Car le risque est immense. Il met en danger une entreprise collective et européenne, dans un calcul politique risqué qui n'est pas sans rappeler, il est vrai, la dissolution ratée de 1997, par laquelle, 2 ans après avoir gagné l'élection présidentielle, il porte au pouvoir une majorité de gauche pour 5 ans. Si le non dans un seul État l'emporte, 4 ans de travail et de patient compromis entre les 25 pays seront jetés aux orties, et les eurosceptiques de tous les pays pavoiseront. Voilà Jacques Chirac. C'est un président de la République française qui ne comprend pas trop cette construction européenne. Son esprit, sa philosophie, sa mécanique. Et cela tombe mal car tout au long de sa présidence, l'Europe est un sujet majeur. Pendant son double mandat, pas moins de 3 traités sont négociés et signés. Le traité d'Amsterdam qu'il doit accompagner dès son arrivée au pouvoir en 1995, le traité de Nice,
adopté sous sa présidence française de l'Union européenne en 2000. Et enfin, le traité constitutionnel en 2005. Revenons au traité de Nice. Négocié sous présidence française de l'UE, ce traité était censé adapter les institutions de l'Europe, qui comportait 15 membres, à une union qui allait s'élargir à 12 membres supplémentaires, dont 10 venaient de l'ancien empire soviétique. Au moment où il est finalement adopté, à Nice, le 12 décembre 2000, sous présidence de Chirac, à l'issue de 4 jours et 4 nuits de psychodrame entre chefs d'État et de gouvernement, ce traité est décrié par tout le monde. Cette nuit, on a frôlé la rupture. À 22h45, les petits pays estiment qu'ils n'ont pas obtenu suffisamment de voix au Conseil des ministres des 15 et quittent brutalement la réunion. L'attente a été interminable. Le plus long Conseil européen de l'histoire ne s'est achevé qu'à 5 heures ce matin. Les 15 États de l'Union européenne ont donné naissance, dans la douleur, à un nouveau traité européen sans grande ambition. Jacques Chirac a beau essayer de le défendre, il est trop complexe et difficilement compréhensible, non seulement par le commun des mortels, mais aussi par les diplomates chargés de finaliser sa rédaction. Faire l'Europe, c'est naturellement obtenir d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement, en liaison avec la Commission, des progrès. Mais c'est aussi faire ratifier ces progrès par les populations. D'autant que Jacques Chirac, le gaulliste, a cédé à la demande du chancelier allemand Gerhard Schröder de donner plus de députés à l'Allemagne qu'à la France au sein du Parlement européen. Et contre quoi ? Le président français a obtenu du chancelier allemand en échange la sanctuarisation du budget de la politique agricole commune pour 10 ans pour faire plaisir aux agriculteurs et aux syndicats agricoles français. Et en dépit du fait que la grande majorité des Européens pensent que cette PAC coûte trop cher, ou bien que tant sur le plan de l'environnement que sur celui de la justice agricole, elle n'est plus pertinente et qu'il faut donc la réformer. Jacques Chirac passe encore un autre accord avec Schröder. Ils s'entendent comme larrons en foire pour faire en sorte que la France et l'Allemagne ne soient pas sanctionnées lorsque dans les années 2000, ces deux pays ne respectent pas le critère de Maastricht sur un certain niveau d'endettement et de déficit budgétaire, alors que tous les autres pays de l'Union font d'immenses efforts pour les respecter. Pendant 12 ans, Jacques Chirac a surtout été là pour défendre des petits calculs et des petits arrangements, fruits de l'addition des intérêts particuliers, bien davantage que d'une vision commune et d'un intérêt général européen. À telle enseigne que sitôt le traité de Nice signé, en février 2000, l'ensemble des acteurs de la vie politique européenne s'entendent pour mettre sur le chantier un nouveau traité. Ce nouveau traité, instituant une constitution pour l'Europe, Jacques Chirac, par son imprudence et ses calculs politiques à courte vue, s'est ingénié à le faire échouer. Alors, quelle conclusion en tirer ? Eh bien, qu'il n'est pas bon d'être un agnostique de l'Europe, un incroyant, un indifférent lorsqu'on est à la tête de la France. Jacques Chirac n'était pas vraiment un pro-européen, ni en général, ni pour la France en particulier. Il n'était pas non plus vraiment un souverainiste, comme son ancien bras droit Philippe Séguin, persuadé, lui, que la construction européenne mettait en danger la souveraineté de la République française et du peuple français. Ce manque de conviction chiracien a fait qu'il a échoué à faire partie de ce collectif de dirigeants européens qui ont influé sur le cours de l'histoire de l'Europe. Il a également échoué à faire de la France un État considéré au sein de l'Union, soit avec irritation, quand elle bloque, ce qui était le cas sous De Gaulle, soit avec admiration ou gratitude, lorsqu'elle permet des avancées, comme cela a été le cas sous Giscard ou sous Mitterrand. On peut donc résumer ainsi l'héritage que nous livre Jacques Chirac. Lorsqu'on est président de la France sous la Ve République, on hérite d'une responsabilité, d'une charge, de grandes attentes. Pour être à la hauteur, il est nécessaire d'avoir sur l'Europe une doctrine, une vision, une conviction. Car les pouvoirs du président français sous la Ve République obligent. Ils sont tels qu'il faut absolument qu'ils servent à quelque chose. Dans le cas contraire, eh bien, cela ne peut que desservir tant la construction européenne que la place de la France en Europe. De Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, ce que l'Europe leur doit, et vice-versa. L'Europe des présidents,
une production Wave Audio en partenariat avec les presses universitaires de France. Disponible sur toutes les plateformes.